Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir. Nous nous excusons pour commencer, pour ce retard, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Ceci dit, le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir, est celui-ci. Sécurité, détachement militaire de Bourzanga. L'armée assène une cinglante défaite aux terroristes qui ont attaqué le détachement. Pas moins de 35 corps retrouvés ainsi que d'importants matériels récupérés. Et enfin, culture, 9e édition du Faso Music Award, entendez FAMA. La cérémonie de remise des prix Cité Thiers, nous y reviendrons avec son promoteur, Youssef Ouedraogo. Et comme il est de coutume aussi, on parlera sport dans ce JDS, journal du dimanche au soir. On va revenir sur la Ligue 1 Lonabé. Vous allez avoir le point de la rencontre loupée de l'EFO face à l'ASK, le RCK qui termine champion. Nous recevrons d'ailleurs son coach Amadou Sampo. Et avec Claude Romba, nous allons décortiquer la liste des étalons, première version Vélude. C'est le déroulé pour ce qui est de ce JDS. Nous allons ouvrir par le sujet que nous annoncions tantôt en titre, le détachement militaire de Bourzanga, province du BAM, région du centre-nord, a riposté à une attaque contre sa base. Les terroristes venus en grand nombre et lourdement armés n'ont pas pu tenir face à la puissance de feu des éléments du détachement et à l'intervention de l'aviation. C'est donc les images que vous avez et c'est ce que même d'ailleurs avait précisé hier dans un communiqué l'état-major général des armées. Les militaires burkinabés ont bénéficié de l'appui du Niger et de la France. Le bilan fait état de 5 soldats tombés et 10 blessés. Côté ennemi, 35 corps de terroristes ont été dénombrés. Un important lot de matériel a également été saisi. Un véhicule blindé, 2 véhicules pick-up armés, de l'armement individuel collectif, des munitions, une quarantaine de motos, des moyens de communication et bien d'autres. Les militaires burkinabés ont bénéficié de l'appui du Niger et de la France. La riposte a été possible grâce au courage et à l'engagement des militaires du détachement qui ont combattu jusqu'à l'arrivée de l'appui aérien. Les opérations de sécurisation se sont poursuivies toute la journée d'hier samedi. Et il faut préciser que le président du Faso a rendu une visite justement au détachement militaire de Bourzanga. Lui-même, il a encouragé les troupes, les félicitant pour la bravoure démontrée. Il a observé avec eux une minute de silence en hommage aux 5 soldats tombés, puis il a livré son message. Je vous propose d'en écouter un bout. Mon message ce matin à l'endroit de l'ensemble du personnel, ce sont des félicitations. Ceux qui sont venus nous attaquer ont actuellement 2 options. L'option du dialogue ou l'option de la poursuite de leurs actions armées et violentes. C'est le format qui est bizarre, on dirait. Nous tendrons la main à ceux-là qui veulent abandonner le combat, mais nous sévirons contre ceux-là qui veulent perdurer dans la violence contre les forces de défense et de sécurité, contre les populations civiles et contre les auxiliaires de la défense. L'attaque qui... Toutes nos excuses. Vous écoutiez donc tout à l'heure le président du Faso dans son message au détachement militaire de Bourzanga. Il faut dire que les éléments du détachement militaire étaient réconfortés de recevoir justement cette visite au lendemain de l'attaque. Écoutons donc certains d'entre eux. Ce matin, après donc la victoire engagée hier, nous avons reçu donc nos autorités, principalement le chef de l'État, chef suprême des armées. Son arrivée, vraiment son message qu'il nous a donné nous permet encore d'être opérationnel sur le terrain. Et sa visite également nous permet d'engranger des victoires et d'être opérationnel. C'est très réconfortant de voir son Excellence, Monsieur le Président, ici pour nous encourager, parce que ça permet aussi aux hommes de savoir que devant les gens sont avec eux. La plus grande autorité est de cœur avec eux. Donc ça rehausse le niveau, ça leur donne encore le courage pour continuer le combat. Le message que j'ai d'abord, c'est prier pour le repos des hommes que j'ai perdus, les 5 que j'ai perdus lors de l'attaque. Souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Le message pour mes hommes qui sont là, je leur dis simplement de continuer sur la même lancée. Parce que
c'est déjà une bonne lancée. Des éléments donc du détachement militaire de Bourzanga qu'on venait d'écouter après la visite du président du Faso donc sur les lieux. Ceci dit, nous allons passer à une toute autre actualité, celle économie. La grosse actualité qui aura marqué cette semaine sur ce plan-là, c'est bien le salaire des ministres, d'abord révélé par une presse de la place, puis confirmé par les autorités elles-mêmes. Eh bien, nous nous y intéressons avec le directeur exécutif du Sifweb, Youssouf Ouattara, rappelé qu'il y avait déjà une enquête qui avait été menée par le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget Sifweb, notamment sur le coût salarial estimatif du gouvernement de 2016 à 2020, et il ressortait des irrégularités. D'abord, le non-respect du décret 2008, ce qui donnait donc lieu à des taux perçus. On parlait de 2,90,741,000 francs CFA. Aujourd'hui, pour ce qui est du décret 2008, on va dire qu'il y a une relecture, mais on peut toujours jeter un regard sur cette actualité. Et je vous l'ai dit, je reçois donc Youssouf Ouattara, directeur exécutif du Sifweb. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. D'accord. Et quand on regarde le travail que vous faisiez, peut-être en amont, c'était pour dire que 2008, ce décret devenait obsolète. Exactement. Notre travail de 2008 tentait à montrer non seulement l'irrégularité des salaires servis, ça veut dire que ce qui était servi ne reposait pas sur une norme, et également en termes de recommandations, nous avions demandé au gouvernement soit de respecter les dispositions du décret 981 de 2008, soit de relire le décret si toutefois dans l'évolution du temps, il s'avère nécessaire d'adapter le décret, donc il fallait le relire. C'est ce que nous avons recommandé en février 2021. Mais en clair, ce qu'on dénotait, c'est que parce que ça dérangeait, il y avait des contournements qui avaient été voulus, mais c'était pas la bonne formule. Exactement. Ce que les anciens gouvernements ont fait, je pense qu'ils ont été confrontés à des difficultés en faisant appel à des Burkinabés qui sont dans certaines institutions et qui avaient une certaine condition économique et financière. Maintenant, comment disposer de leur contribution pour animer l'action gouvernementale. Mais lorsque vous gouvernez, vous ne gouvernez pas sur la base de l'irrégularité. D'autant plus que vous avez l'initiative des textes, vous avez l'initiative de la réforme. Il fallait s'engager dans cette réforme pour pouvoir asseoir la rémunération sur une norme. Parce que lorsque vous servez des salaires sur une base qui n'est pas légale, du coup, vous ouvrez la porte à beaucoup d'irrégularités au niveau de l'administration, et ça fragilise vous-même votre action à faire appliquer la règle de droit et à exiger des autres aussi le respect de la règle de droit. C'est vrai qu'en son temps, lorsque vous faisiez ces révélations, ça avait dérangé plus d'un, ça avait même soulevé un genre de tollé. Mais comment on arrive à se l'expliquer? C'est parce qu'on ne veut pas, à un moment donné, toucher un décret au risque de subir, on va dire comme ça, le courroux un courroux populaire, et c'est plutôt ce type d'arrangement, alors qu'on sait qu'on n'est pas forcément dans la légalité. Qu'est-ce qui expliquait cela, même lorsque vous aviez fait le travail? Non, nous on pense que c'est le courage politique qui a manqué pour le régime passé et les gouvernements passés. Et je pense qu'ils étaient bien conscients de l'irrégularité, mais c'est le courage qui a manqué. Mais cette réforme s'imposait à un moment ou à un autre. Parce que quand vous regardez l'évolution des salaires, l'évolution des rémunérations au niveau du secteur public, vous constatez que pour l'ensemble des agents publics, les rémunérations ont augmenté, les rémunérations ont carrément doublé. D'abord en 2014. En 2014, il y a eu une réforme du régime indemnitaire, alors qui a défini d'autres catégories d'indemnités, notamment l'indemnité de technicité, et on a remplacé également l'indemnité de substitution. Donc globalement, il y a 3 indemnités qui ont été définies. Et dans cette réforme du régime indemnitaire, les agents publics ont vu leurs revenus s'améliorer. Voilà. Et on sait aussi que c'était dû au fait qu'il y a le président Blaise Compaoré qui préparait sa modification de l'article 137, et il voulait
Front social avant cette opération. Ensuite, en 2015, à la faveur de la transition, il y a eu une autre réforme. Donc, on est passé de la loi 013 à la loi 081. Et cette loi a été opérationnalisée en 2016. Donc, l'ensemble des agents de la fonction publique ont été reversés de la loi 013 vers la loi 081. Et il y a eu forcément une incidence financière où tous les agents ont constaté leur salaire. Et dans la même foulée, il y a eu des réformes pour un certain nombre de catégories ou bien un certain nombre de corps où vous avez eu des réformes où leur revenu s'est amélioré. Les corps ou les structures où ça n'a pas été appliqué, ils ont demandé, par exemple au niveau des collectivités, quand il y a eu le reversement dans la loi 081, ils ont estimé que, étant donné que au niveau de la fonction publique d'État, les salaires ont évolué, il fallait qu'on fasse une relecture de la loi 027 qui encadrait les salaires et les agents des collectivités totales. Donc il y a eu une réforme. La même chose pour les chefs de circonscription administrative, notamment les gouverneurs, les hauts commissaires et les préfets, parce qu'ils ont leur régime à part. Et à la faveur de la loi 081, donc l'ensemble des salaires ont été rehaussés, donc il fallait relire aussi leur décret, et ce qui a permis de corriger leur situation, ça c'était en 2017. Et dans beaucoup d'administrations, il y a eu une relecture, une relecture des décrets pour les harmoniser avec la loi 081. Donc logiquement, en 2016, on devait procéder à la relecture du décret 981 de 2008, donc, qui encadrait les salaires des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Ça n'a pas été fait, peut-être que, parce qu'en 2016 et 2017, il faut rappeler le contexte de crise sociale qui était déjà là, avec beaucoup de revendications. Je pense que les gouvernements qui étaient là n'ont pas voulu en rajouter, mais il fallait faire un paquet de réformes pour l'ensemble des acteurs, aussi bien les membres du gouvernement que l'ensemble des acteurs du secteur public. Je pense qu'en ce moment, la réforme aurait passé. Donc, ils ont laissé le texte et maintenant, ils ont procédé à des signatures de contrats avec appelé le demandait, ce qui était une irrégularité. Il fallait plutôt réformer le texte. Donc, moi, je pense que la réforme s'imposait parce que quand on apprécie les textes, il ne faut pas regarder le visage de ceux qui sont aux affaires ou la couleur politique de ceux qui sont aux affaires. Le texte, il est fait pour l'avenir et il doit être beaucoup plus stable. Et comme ça n'a pas été fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette relecture, ça pose évidemment des problèmes. Moi, je pense que c'était tout à fait normal. Maintenant, on peut se poser des questions. Évidemment, mais ça va venir. Mais quand on regarde, le texte il a été revu parce qu'on a un décret qui est sorti, ça a été pris le 15 avril 2022. Bon, maintenant, ce qui a été un peu c'est d'entendre plutôt des révélations de la part d'une presse, alors que ça devrait paraître, bon, c'est vrai qu'on a tenté de vérifier, ça devrait paraître au moins au journal officiel. Il devait avoir une certaine ventilation. On a eu l'impression qu'il y a eu comme une gêne. Il y a eu comme une gêne. Vous comprenez cela? Justement, c'est difficile à comprendre parce que l'équipe qui est arrivée aux affaires aujourd'hui, ils comprennent de tels sujets. Et moi, je pense que quand il y a des sujets très clivants comme ça, il faut avoir une approche de gouvernance inclusive. Il faut peut-être élargir le cadre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Par exemple, le MPSA, quand ils sont arrivés, ils ont mis en place un comité technique. Ensuite, ils sont passés aux assises nationales. Et donc, s'ils créaient beaucoup plus, un cadre beaucoup plus élargi, où les Burkinabés vont réfléchir. Lorsqu'on appelle un Burkinabé, un de nous, pour servir aux fonctions ministérielles, qu'est-ce qu'on doit lui servir pour qu'il puisse mieux contribuer à l'action gouvernementale? Je pense que ça aurait été beaucoup plus détaché. Donc on a l'impression qu'ils ont fait beaucoup plus en catimini et on peut s'imaginer même que peut-être que ça n'allait pas sortir tout de suite s'il n'y avait pas eu de révélation. Ensuite, ça les met dans une position difficile qui reflète la situation globale où ils auraient pris le devant pour expliquer. Et d'ailleurs, même quand il y a eu la révélation par la presse, les premières explications qu'ils ont données ne les servent pas. Parce que lorsque le secrétaire général du gouvernement dit que il évoque la
l'article 132 de la loi 081 qui dit que lorsqu'un fonctionnaire est en position de détachement, parce qu'il considère que les ministres sont en position de détachement, la personne ne peut pas percevoir un salaire moins que ce qu'elle percevait avant. Sauf que ce texte s'applique à l'intérieur de la fonction publique. Ça veut dire que si vous prenez un magistrat, il quitte le ministère de la Justice et il va dans un autre ministère, il est en détachement, on ne va pas le payer moins que ce qu'il perçoit. Donc, cette règle s'applique à l'intérieur de l'administration parce que les ministres, ils viennent du secteur privé, ils viennent de la fonction publique internationale. Parce que si on applique cette règle que le secrétaire général du gouvernement explique, ça voudrait dire que ça nous ramène en arrière. On doit considérer les salaires que les gens percevaient antérieurement. Donc, ça ne peut pas se justifier. Donc, l'article 132, ça s'applique seulement à l'intérieur de la fonction publique. L'autre aspect, en évoquant l'inflation et le coût de la vie, ça aussi, pour moi, c'est maladroit parce que la vie est chère pour tout le monde. Et si ça doit être la raison pour réviser les salaires des ministres, ça, c'est maladroit. Je pense qu'ils auraient pu passer le message en termes de correction de situation. Parce que dans l'administration publique, tous les jours, il y a des corrections. Il s'agit de corrections qui a eu une incidence financière. Donc, ce n'est pas forcément une augmentation. Il y a l'incidence financière qu'on constate, mais il s'agit de corrections, puisqu'on part d'une situation qui n'était pas tout à fait régulière et qui n'était plus adaptée au regard de l'évolution des textes. Donc, c'était une opération de correction, mais avec une incidence financière. C'est comme ça, moi, j'aurais présenté l'opération. C'est vrai qu'il y a le débat de la légalité, c'est-à-dire maintenant, ça revient à ce qu'on ait des textes qui encadrent et qui respectent une certaine réalité et un contexte qui est celui d'aujourd'hui, parce que celui de 2008 il est vraiment dépassé. Mais il y a la question d'opportunité. Et est-ce que vous pensez que c'était opportun? Oui, ça c'est difficile parce qu'une décision publique, quand vous la prenez, vous prenez en compte l'aspect régularité, mais vous prenez en compte également l'aspect opportunité et l'aspect acceptabilité de la population. Donc, et j'ai l'impression, selon les explications qui ont été données, c'est juste l'aspect régularité qui a été pris en compte parce que quand on dit que bon, la mesure elle est légale, c'est pas la légalité seulement qui fait la règle administrative ou la décision publique, il y a l'aspect de l'opportunité qui compte parce que nous sommes dans un contexte très difficile et les Burkinabés vont être confrontés à une austérité économique et financière, qu'on le veut ou pas. Parce que vous avez déjà les grandes villes qui sont en train de s'isoler et parce que ce sont ces villes-là qui tenaient un peu la bonne santé de nos finances publiques. Donc, d'ici là, nos finances publiques vont commencer à ressentir la situation. Donc, il y a une austérité qui va s'imposer au Burkinabé. Donc la question, quand vous prenez une décision publique de ce genre, c'est quel message que vous donnez à travers la décision que vous prenez. Parce que si la décision peut être prise, elle peut être légale, mais le message va vous desservir. Ce qui fait que quand vous prenez, peut-être qu'il aurait fallu toute autre mesure pour accompagner, ou bien décider des modalités de l'application. Parce que quand vous décidez et vous voulez que ça s'applique à vous, là, vous n'empêchez pas la population de voir forcément, pas forcément un conflit d'intérêts, mais un intéressement spécifique à la mesure. D'ailleurs, ça nous donne une certaine lecture de la tendance, parce que quand vous regardez aussi la question de la dépolitisation de l'administration, où on dit que les grandes directions, les sociétés d'État, on va plutôt faire appel à candidature. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait une ouverture, ok, ils relisent le texte, parce qu'on ne part pas du néant, il y a déjà des instruments qui sont là, on relise les textes, ceux qui sont aux affaires, à la tête de ces institutions, les différents directeurs, on les laisse, on fait la réforme, et maintenant, on fait l'appel à candidature, on appelle les Burkinabés et qui se sentent capables de gérer. Maintenant, et ils ne le font pas, ils nomment, on va dire, entre griffes, les personnes qui les intéressent. C'est quand est-ce qu'ils vont appliquer la mesure, ou bien ils vont attendre le gouvernement qui va venir après pour que lui, il applique la mesure. Donc, ça donne un message, une continuité de message qui ne leur rend pas service. Mais on peut même aller au-delà. Il y a l'aspect de stabilité et de dynamique que le secrétaire général du gouvernement a défini.
Vous voyez, ils sont partis de l'indice le plus élevé qui est 5750. L'indice dans la fonction publique, c'est comme des points. Donc quand votre grade est élevé, vos nombres de points sont élevés. La valeur de l'indice, c'est 2331, 2331. Alors en indexant le salaire des ministres sur cet indice, pour le Premier ministre, c'est un coefficient de 1,40. Pour les autres ministres, c'est 1,30. On ne résout pas forcément la question de la dynamique parce qu'on va constater forcément une inflation des salaires des ministres. J'explique. Parce que si vous détenez l'indice le plus élevé présentement dans la fonction publique, si c'est votre indice qui est 5750, si quelqu'un d'autre va en formation de spécialisation, la personne fait 2 ans, elle revient, on va la reclasser en fonction de sa formation. Ensuite, 2 ans d'ancienneté. Si la personne a eu par exemple une décoration, donc la personne va avoir encore une bonification. Donc du coup, lui, son indice risque de dépasser vous qui déteniez le record. Et ce type de mobilité se constate dans la fonction publique. Dans l'année, il peut y avoir 2, 3. Donc, une personne ne va pas détenir forcément le plafond, l'indice plafond pour tout le temps. Donc, on risque d'avoir des réévaluations. Exactement, et perpétuelles. Ça veut dire que dans l'année, on risque d'avoir 2, 3 réévaluations, puisque le décret dit que c'est le ministre en charge des finances qui définit cet indice le plus élevé. Donc, du coup, on va constater une certaine inflation, parce que si ne le font pas aussi, ils seront dans l'irrégularité. C'est cela. Voilà. Donc ça ne garantit pas forcément la stabilité et la dynamique de la mesure. Moi, je pense que c'est un point faible du décret qui a été pris. Et ça va être difficile à gérer politiquement pour eux s'il faut chaque fois adapter le texte en fonction de l'évolution de la situation professionnelle des agents dans l'administration. Vous parliez de l'austérité, ça sera d'ailleurs ma dernière question. Est-ce que ça n'ouvre pas un genre de légitimité de revendication après quand on regarde? Mais c'est ce que je dis, parce que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre, il nous est demandé beaucoup plus d'efforts et il lui sera demandé de plus en plus au Burkinabé des efforts économiques. Déjà, nous sommes dans un environnement où nous avons des chocs, l'économie a subit des chocs exogènes, mais aussi internes. Alors, ça va imposer une certaine austérité. Et lorsque les gouvernants actuels vont vouloir demander ces efforts aux populations, aux Burkinabés, c'est là où la mesure qu'ils ont prise va être forcément prise en compte et ça peut un peu freiner, ça peut entamer l'applicabilité des mesures qu'il va prendre. C'est pour ça que je dis que tout ne tient pas à la légalité, à la régularité. C'est le message que vous donnez pour la suite. Parce que celui qui est au front, l'agent public qui est sur le terrain, aujourd'hui, il perçoit que les membres du gouvernement ont augmenté leur salaire. Donc, ça émousse forcément son zèle professionnel quelque part, parce que le message que lui reçoit, c'est tout autre, c'est un autre message. Donc, je pense que les mesures de communication n'ont pas suivi et ils n'ont pas anticipé. S'ils avaient anticipé, ou bien en engageant un processus inclusif beaucoup plus large, là, c'est la communauté nationale qui définissait comment ils vont payer les autres Burkinabés qui sont appelés à servir aux fonctions ministérielles. Merci bien, Youssouf Ouattara, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CIFOEB, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. En tout cas, merci pour ces éclairages. Merci. On va nous poursuivre ce JDS avec une autre rubrique, c'est celle culture. Et dans la partie culture, on va parler des FAMA. Elisère Oubda a remporté le FAMA édition 2022. Le Faso Music Award FAMA ont fermé leurs portes dans la soirée d'hier, samedi 22 mai. Plusieurs personnalités œuvrant dans le domaine de la culture ont été récompensées. Les FAMA étaient donc à leur 9e édition. Nous revenons en son et en lumière sur ce rendez-vous. 2022. L'ingénieur de son Eliezer Oubda est le lauréat du Grand Prix des Faso Music Award édition 2022. Absent pour des raisons professionnelles, c'est son épouse qui l'a représenté à cette cérémonie de remise des trophées. En plus d'un trophée, Eliezer Oubda est reparti avec une attestation, un chapeau de saponné et bien d'autres lots. C'est vrai que c'est une reconnaissance, mais le travail continue.
le travail continue. C'est un domaine qui évolue rapidement, les technologies évoluent rapidement. Et je pense qu'il est toujours aussi dans la dynamique de la formation, de toujours donner le meilleur de lui-même. Et vraiment, je l'encourage pour qu'au-delà du Burkina Faso, nous puissions être représentés à l'international et bien sûr recueillir d'autres prix, voilà, tout aussi prestigieux. À ce 9e rendez-vous, 14 prix regroupés en 3 catégories ont été décernés. L'artiste et rappeur Smarty a remporté 2 trophées, notamment celui de meilleur album de l'année et meilleur artiste et chanteur de l'année. L'artiste et musicien Flobi, lui, a remporté le prix de meilleur tube de l'année avec son titre Battery Kouda. Les 2 artistes ont été représentés et d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des nominés de cette édition. Et je crois qu'à toutes les cérémonies, on est confronté à ce type de difficultés liées au fait que nous avons des acteurs qui ne sont pas forcément sur place. Et je pense que dans les années à venir, peut-être qu'on prendra le soin de les avertir un peu plus tôt pour qu'ils fassent les calendriers afin d'être là. Parce qu'une cérémonie aussi, c'est la présence des lauréats. Cette cérémonie de distinction vise à encourager les créateurs, les professionnels de la filière musique au Burkina Faso. Les FAMA sont considérés un cadre de compétition entre les acteurs culturels en vue de faire de l'excellence la valeur partagée par tous. Le coordonnateur général des FAMA se réjouit de la tenue de cette 9e édition. Le bilan est positif. 9 ans, nous avons travaillé à valoriser le secteur culturel à travers l'institution de cette cérémonie des récompenses des acteurs de la filière musique. Et nous pouvons donc dire que nous sommes très satisfaits pour la tenue de cette édition dans un contexte un peu difficile. Mais nous avons réussi l'exploit de l'organiser, dire que le chemin est encore long et nous allons travailler davantage pour que chaque année, nous puissions rassembler les acteurs culturels et saluer donc les performances dans les domaines de prédilection. Tous les lauréats seront récompensés par le Bureau burkinabé des droits d'auteur avec la somme de 100 000 francs CFA, a laissé entendre le coordonnateur général des Faso Music Awards. Merci. Retour sur ce plateau, nous sommes d'ailleurs avec Youssef Ouedraogo, coordinateur des FAMA. Bonsoir. Oui, bonsoir. On sent la fatigue encore. Oui, on sent toujours la fatigue, mais on se remet peu à peu. D'accord. 9e édition, oui. C'est très intéressant, mais jeudi déjà, il y avait un genre de panel, il y avait de grosses pointures, en tout cas ceux qui pèsent dans notre culture burkinabé et qui ont partagé leur expérience, discuté autour de thèmes très intéressants. Oui, tout à fait, parce que nous avons estimé avec l'institutionnalisation donc des Faso Music Awards qu'il était intéressant pour nous de rassembler les acteurs clés du monde du showbiz pour réfléchir chaque année sur une thématique. Et cette année, nous avons choisi donc la thématique industrie culturelle, futur moteur de la croissance en Afrique. Et sur ce même plateau, nous avons rassemblé des éminences, notamment donc, je pense à Chedo Richard Traoré, PDG de Seydoni Production, M. Vincent Kouala, directeur de Audace Africa, le DG du Bureau burkinabé des droits d'auteur, également le directeur général donc, de la télévision BF1, et musicien des Altino pour se pencher sur la problématique de la création d'emplois pour la jeunesse à travers la culture. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était de montrer aussi que la culture est un vecteur de développement non seulement économique, social, mais humain. Et c'était aussi de montrer que les droits d'auteur contribuent à la consolidation des industries culturelles donc, dans nos pays. Et nous avons, on peut dire que la cerise sur le gâteau, c'est la présence d'Apolline Traoré, qui est une réalisatrice aujourd'hui, qui est un modèle de réussite sociale pour nous, et professionnelle d'ailleurs, et des Altinos, et qui ont fait des témoignages à l'assistance, qui, la plupart sont des jeunes, des étudiants, et qui voudront bien évidemment dans leur carrière aussi ressembler à ces deux icônes. Donc ça a été un excellent cadre d'apprentissage, mais aussi des témoignages pour consolider non seulement le rêve des étudiants, du public jeune qui avait fait le déplacement, mais pour se pencher sur les pratiques liées à l'évolution
particulier, mais des arts et de la culture de façon générale. Quand on regarde les catégories, là il y en a plusieurs, hein, meilleur chroniqueur culturel, meilleur album de l'année, meilleur tube de l'année, meilleure production phonologique, meilleur réalisateur, il y en a beaucoup. Comment est-ce que ça travaille derrière? Il y a une forte compétition dans notre monde culturel. Comment est-ce que ça se fait derrière? Que ce soit Rachid, par exemple, Nasser Sanou, qui soit meilleur chroniqueur culturel. Bon, c'est pas parce que j'ai mon cher ami je comprends qui était en compétition. Ou bien, par exemple, Odyssée de Smarty, ça discute fort derrière. Oui, ça discute fort et je crois que c'est une œuvre humaine. Il y a toujours des débats autour des choix. Je pense que tous ceux qui ont été nominés donc, dans les différentes catégories sont méritants. Mais il faut dire que nous travaillons de façon, j'allais dire, pointue sur la question donc, de sélection des nominés. Et nous avons un processus qui est que nous faisons donc des fiches de nomination que nous envoyons à des personnes ressources du secteur des arts et de la culture. Nous essayons donc de récupérer donc ces fiches. Nous mettons en place un jury qu'on appelle un comité scientifique pour dépouiller, pour faire ce que nous appelons un travail de données, c'est-à-dire que puisque les fiches sont renseignées, donc on fait une délibération tout en précisant que le comité scientifique que nous mettons en place est souverain. Et c'est à l'issue maintenant de cette délibération que nous avons les nominés. Et ensuite, nous mettons en place un deuxième jury qui est chargé donc de désigner les lauréats par catégorie. Mais un jury pluridisciplinaire, parce que quand vous prenez donc les secteurs de métier de la filière musique, vous avez, si vous voulez, des musiciens, vous avez des arrangeurs, vous avez, on va dire, des managers et autres. Donc nous faisons de sorte à ce que dans le jury, qu'il y ait une certaine représentativité des différents métiers de la musique. Donc dans ce jury, nous avons un artiste musicien, dans ce jury, nous avons un graphiste, nous avons un promoteur de spectacle, nous avons un arrangeur et nous avons, je crois, dans le jury encore, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai parlé d'arrangeurs, de promoteurs de spectacles, d'artistes musiciens, de graphistes. Et voilà, donc nous avons tous ces acteurs-là qui s'asseyent maintenant pour essayer de voir, en tenant compte bien sûr des critères que nous avons élaborés, et désignent à l'unanimité les lauréats dans chaque catégorie. C'est vrai, j'aime souvent dire qu'un jury, c'est l'ensemble des subjectivités qui s'imposent comme une objectivité. Parce que c'est sûr qu'individuellement pris, chacun n'a pas forcément le même choix qui a été donc désigné. Mais lorsque vous mettez donc des acteurs ensemble, finalement, il y a des choix qui s'imposent au regard d'un certain nombre d'éléments, toujours en se référant sur les critères. C'est pour cette raison d'ailleurs que tous ceux qui ont été désignés comme lauréats sont méritants et nous assumons donc pleinement le choix du jury. D'accord. Et quand on regarde, aujourd'hui on est dans une situation qui n'est pas forcément simple. Hein, et vous savez, en la matière, ce qu'il y a de culturel ou autre, très souvent, question financement ou accompagnement, ça devient très difficile. Vous êtes à votre 9e édition, ça n'a pas été de tout repos. Non, pas du tout. Vous savez que la question culturelle, lorsque un pays est secoué par des crises comme ce que nous vivons actuellement, la culture est mise en état de berne. Et vous voyez que ce n'est pas seulement dans le contexte du Burkina, même ailleurs, ça a toujours été comme ça. Mais je crois que la culture aussi peut être un rempart de résilience. Et je crois que il y a un acteur congolais qui avait dit qu'un peuple qui ne s'amuse pas s'atrophie. C'est-à-dire qu'il faut aussi, dans ce contexte difficile, qu'on crée des plateformes, des cadres pour permettre à la jeunesse burkinabé, pour permettre aux Burkinabés de façon générale de pouvoir, de pouvoir donc s'amuser. C'est important. Et j'aime souvent prendre l'exemple d'un certain nombre de pays qui sont des exemples pour nous. Quand vous voyez l'investissement qu'on fait dans le loisir, l'investissement qu'on fait dans des secteurs d'activité culturelle pour permettre à la population évidemment d'avoir ces cadres, parce que le loisir aussi fait partie intégrante de la consolidation d'un homme. Et il faut que la population s'amuse en même temps en réfléchissant, parce que si vous enlevez ça à une population, évidemment, nous partons vers ce que nous on peut appeler une tristesse générale. Et donc, c'est difficile, mais nous avons quelques acteurs, ou du moins quelques partenaires,
qui, malgré donc les difficultés que nous avons, essaie toujours de tendre la main aux organisateurs que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu tenir donc cette édition. On a eu un appui institutionnel donc du ministère de la Culture et avec quelques partenaires. Comme nous sommes en télé, on ne peut pas les citer. Mais sinon, on vous envoie la facture. Voilà, sinon on nous envoie la facture, surtout que le budget n'est pas énorme. J'imagine est-ce qu'on pourra payer Free TV. Donc, je pense que ce sont ces partenaires-là qui nous ont permis quand même de réaliser. Mais on sort parfois avec beaucoup de dettes, en tout cas pour ceux qui connaissent l'organisation des événements culturels. Parfois, on veut grossir plus que notre peau, pour reprendre un proverbe Mouaga, mais à l'impossible, il est tenu. Un journaliste m'avait posé la question, à quand le direct, par exemple, sur une chaîne de télé, et je lui ai dit, lorsque le moment viendra, nous irons donc en direct. Bon, c'est ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Dernière question, tout à l'heure, dans ce que vous abordiez comme question, vous nous rappeliez qu'au panel, vous avez parlé de l'industrie culturelle, sa contribution notamment au développement. Mais est-ce qu'on peut parler d'une industrie culturelle vraiment au Burkina ? Moi, j'ai été sur un plateau de télévision, je crois que le débat tournait autour des industries culturelles et j'avais donné mon point de vue. J'ai dit que je ne croyais pas d'abord aux industries culturelles, en tout cas pour le contexte du Burkina. On peut parler d'entreprises culturelles parce que l'industrie suppose un certain nombre de maillons, un certain nombre de chaînes de valeur que nous n'avons pas encore au Burkina, au regard donc de la modicité des moyens dont disposent ces entreprises culturelles, au regard aussi de certains maillons même qui manquent dans la chaîne. Mais je crois que la problématique aujourd'hui, c'est de voir comment nous pouvons quitter un peu dans ce qu'on va appeler un showbiz de l'assistanat, comment nous pouvons quitter un monde de spectacle aujourd'hui et qui est toujours, j'allais dire, qui tend toujours la main, etc., etc., pour se professionnaliser et de faire en sorte à ce que les produits culturels, ou du moins les entreprises culturelles, puissent créer de l'emploi. Et lorsque nous envisageons donc d'aller dans ce sens, évidemment, on va parler d'industrie culturelle. Et vous avez quand même quelques entreprises qui font modèle d'entreprise culturelle au Burkina Faso. C'est vrai que c'est en construction et je crois que c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de migrer. Mais à l'instant T, ou du moins ici, on fait donc un regard panoramique de la situation actuelle, il n'y a pas vraiment de véritable industrie donc culturelle au Burkina, au regard donc d'un certain nombre de critères que ces entreprises-là doivent répondre afin de mériter d'être appelées des industries culturelles. Mais je dis que l'espoir est donc permis parce que vous avez beaucoup de structures qui se sont professionnalisées, qui se structurent et qu'aujourd'hui il y a des motifs de satisfaction et on peut quand même les citer, voilà, avec un peu d'indulgence comme étant des industries culturelles parce que ça se construit. Merci bien, Merci M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des FAMA et on espère le meilleur pour le 10e. Hein. On espère. Voilà. On va terminer le JDS avec la dernière des rubriques et c'est la danse. D'ailleurs, nous vous le promotons et c'est la partie sport. On va aller d'abord avec le nouvel entraîneur des étalons du Burkina, Hubert Velud, qui a, au cours d'une conférence de presse samedi, dévoilé la liste des 29 joueurs pour les 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2023. Et dans cette liste, on a de nombreux noms, de nouveaux joueurs. Il y a par exemple Cheikh Omar Ouedraogo de l'ASFA, il y a par exemple le milieu de terrain Obrok de Danemark, Abdoulaye Razak Yoda et Abdoul Meyer de Maker, Yabré Legnago, ce sont des noms, lui joue en Italie et la liste nous est détaillée ici par Assami Tiemtouré. Longtemps attendu, Hubert Velud a paraphé son contrat avec la Fédération burkinabé de football. D'une durée de 2 ans, le sélectionneur des étalons aura la lourde tâche de qualifier l'équipe nationale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi de faire mieux que son prédécesseur, c'est-à-dire atteindre au moins les demi-finales. Sa mission sera également de qualifier les étalons pour une première à une Coupe d'Afrique des Nations. La première étape, comme il a dit, il faut qu'on soit qualifié pour la CAN en Côte d'Ivoire, CAN 2023. Le Burkina a vraiment une exigence aujourd'hui. Ce n'est plus si on est qualifié, c'est bon, mais il faut forcément être qualifié. Et vous savez que c'est en Côte d'Ivoire à côté, qui est comme chez nous également. C'est un gros défi
de voir que nous ne soyons pas là-bas. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif on a eu à le dire, c'est bien précisé, c'est d'arriver à faire mieux que ce que nous avons jusqu'aujourd'hui comme résultat. Troisième objectif, qui est moyen terme également, c'est-à-dire qu'il y aura un chevauchement avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, en tout cas, c'est un grand espoir pour nous de pouvoir être qualifiés pour la première fois au Burkina Faso en Coupe du Monde. Les premiers mots du sélectionneur des étalons vont à l'endroit du peuple burkinabé. Pour lui, c'est une fierté d'avoir été choisi pour diriger l'équipe nationale. Mes premiers mots qui vont vers, je dirais, vers vous et vers le peuple burkinabé, c'est bien sûr une grande fierté, un grand honneur d'être sélectionneur national du Burkina Faso aujourd'hui. C'est un grand honneur. Mes premiers mots, c'est vous dire aussi que mon engagement sera total. Mon engagement sera total pour la réussite de l'équipe nationale, mais aussi pour le développement du football au Burkina Faso. Et comme c'est dévancier, Hubert Velud a fait appel à 29 joueurs pour défendre les couleurs du pays. Parmi ces joueurs, on retrouve les habitués en sélection, le retour de quelques-uns comme Aboubakar Babayoure Sawadgo et Mohamed Lamine Ouattara. Quelques nouveaux font leur apparition pour la première fois également, en l'occurrence Cheikh Omar Ouedraogo de l'Asfa Eninga, Abdul Razak Yoda de Ibro au Danemark, Abdul Maker Yabré en Italie et Ousseini Bouda aux États-Unis. J'aurais souhaité, bien sûr, entamer le travail plus tôt. Je me suis débrouillé un peu. Je me suis débrouillé et j'ai décidé de faire des choix par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à des renseignements, par rapport à plein de choses. C'est sûr que les circonstances de mon arrivée un peu tardive, au niveau du choix de la liste, aujourd'hui n'est pas forcément parfaite. Je pense qu'il voilà. À 2 semaines du début des éliminatoires pour la CAN 2023, Hubert Velud dit avoir la pression, mais son objectif premier est de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Burkina Faso, la barre est très haute. Donc je pense qu'il faut absolument se concentrer sur des objectifs par étape, par palier. Il faut absolument remplir le premier objectif, qui est évidemment la qualification à la CAN 2023. Et il ne faut pas banaliser cet objectif. Il faut qu'on soit humble par rapport à ce premier objectif. On verra dans un deuxième temps, effectivement, si on peut faire passer un palier au niveau des résultats. À la CAN. Je dirais même qu'il y a presque un troisième objectif après qui peut suivre. N'oubliez pas que maintenant il y aura peut-être une dizaine d'équipes qualifiées pour la Coupe du Monde en Afrique. Les étalons pour la première journée seront face au Cap-Vert le 3 juin à Marrakech et le 7 pour la deuxième journée contre les Swatini à Johannesburg. Nous sommes de la partie sport et je suis rejoint par Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Et on a aussi Amadou Sampo, coach du RCK champion. Oui, bonsoir. Bonsoir et félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Donc on a déjà commencé par la liste des 29 de Velud. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude? C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement, il n'y a pas un grand chamboulement, il faut le dire. Il est un peu resté dans chose, à part 3 ou 4 joueurs qu'il a fait venir. C'est vrai qu'il ne pouvait pas aussi changer. On sait que l'ossature des étalons, quand on regarde aussi, les étalons sont dans une dynamique, il faut reconnaître aussi. Quatrième à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est dire que le potentiel était déjà là. Donc il fallait peut-être essayer d'apporter peut-être quelques touches. Et je crois que c'est ce qu'il a essayé d'envoyer. Je vois un joueur qui est véritablement très nouveau que je connais pas. C'est Ousseini Bouda que je connais pas. Peut-être qu'on va le découvrir. Le coach doit pouvoir le connaître. Et puis on voit qu'il y a Cheikh Ouedraogo de l'Asfa Eninga. Ça c'est une valeur sûre. Je pense que dans le championnat, tout le monde le reconnaît. Le coach aussi reconnaît qu'en termes de latéral, il est quand même celui qui ressemble à un latéral très offensif, moderne, qui peut quand même, parce qu'on est en souffrance. Je pense aussi que lui donner la chance aussi chose de mauvais. Ensuite, on a donc Abdul Yoda, Razak Yoda qui également aussi fait son entrée dans l'équipe.
Yabré Maker, dont on parle beaucoup de bien aussi, mais on ne l'a pas encore vu. Je pense qu'il faut faire aussi attention à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. J'espère que le coach est là, on pourrait bien lui demander. Je suis très il est passé par les étalons. Coach, est-ce que les gens ont une influence? On a l'impression qu'il y a un dictat des réseaux sociaux aussi qui peut s'abattre sur les coachs. Bon, c'est vrai, on ne peut pas s'hasarder à se dire là-bas quand tu es technicien, mais quand on regarde aujourd'hui, il y a une certaine force aussi au niveau des réseaux sociaux. Et quand vous l'opinion, des fois aussi, se laisse... Bon, excusez-moi du terme, berner des fois, parce que quand ça tape beaucoup, il y a beaucoup de tapage. Et toi, en tant que sélectionneur, ça te met mal à l'aise. Après, on te critique par rapport au choix. Et quand vous regardez, tout ça est toujours critiqué. Voilà, donc moi je pense qu'à ce niveau aussi, il y a beaucoup d'influence où nous devrons réellement ici travailler de telle sorte à laisser aussi les entraîneurs réfléchir, parce que le travail en homme est très capital. Et quand vous regardez, on ne peut pas sélectionner un joueur sans avoir réellement ses statistiques, et c'est ça le plus important. Mais au niveau des réseaux sociaux, au Burkina, il faut se dire même que ce n'est pas dans le milieu sportif, et c'est de partout. D'accord, c'est vraiment une réalité. Maintenant, c'est aussi à vos résultats qu'on voit la justesse de vos choix dans tous les cas. Justement, si on peut rester avec vous, quand on regarde, est-ce que vous vous dites qu'il y a des joueurs qui sont dans notre championnat qui jouent crânement leur chance mais qui n'ont pas été appelés, ou bien les meilleurs Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a les meilleurs, et comme Claude Ramba vient de le dire, c'est une continuité aussi du travail et depuis la CAN. Et quand nous on a pris par intérim, je pense que c'est presque l'ossature. Et je vois aussi qu'il y a des tout nouveaux, comme ils ont dit. Et Cheikh était dans notre liste d'attente. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il mérite mieux. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est en train de bosser. C'est un jeune joueur qu'on voyait. Aujourd'hui, il mérite d'être là-bas. Quand je prends Abdourazak Yoda, il était aussi dans notre liste d'attente. Et je prends le petit Bouddha. Voilà, je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Il a fait le centre de formation au niveau de Ghana. Il était à Goumé. Je connais son entraîneur du quartier. Il était avec nous en 2019 quand on préparait la Coupe olympique à Rabat. Et il était avec nous. On a négocié fort parce que c'est un étudiant. Il continue ses cours aux États-Unis et qui travaille. Et c'est un enfant pétri de talent, très percutant et qui est capable réellement de nous donner satisfaction. D'accord. Donc on va attendre le nouveau coach. On va le voir à l'épreuve. Il a dit, c'est maître mot. Pour lui, ça va être quoi? La valeur du joueur, sa performance, donc sa compétitivité, et puis il a parlé de l'esprit du groupe. Voilà, je pense que c'est un peu ce qu'il a dit. On attend en tout cas de voir son premier match, mais est-ce que réellement vous pensez qu'il aurait eu un impact tout de suite sur le premier match? Ça va être quand même difficile. Moi, je peux dire oui. Et vous savez, bon, il faut qu'on se dise la vérité. Et déjà, quand vous voyez la différence de peau, c'est au niveau des équipes nationaux, ça change. Et bon, généralement, quand vous regardez ces joueurs qui sont là, et beaucoup nous ont côtoyé. Comment la différence de peau, c'est là, moi, je dis que quand c'est un blanc, et les gens, ils prennent peut-être plus de discipline. C'est eux-mêmes qui instaurent ça. Pouvoir travailler, on dirait qu'ils travaillent pour les blancs, mais quand c'est la peau noire, c'est un peu difficile. Excusez-moi de le dire. Pourtant, aujourd'hui, il y a le potentiel et personne ne peut venir réellement construire notre football si ce n'est pas nous qui connaissons nos valeurs et pouvoir les transmettre. Mais comme nous, on est complexés, déjà, c'est la peau que les gens regardent qui fait la différence. Même quand vous regardez, même c'est pas dans ce domaine, du moment où tu es blanc seulement, déjà il y a un respect au niveau des blancs, et peut-être c'est cette mentalité réellement qui peut venir changer, comme il a dit, et mettre la discipline. C'est à ce niveau que je regarde. Et sinon qu'aujourd'hui, il faut l'accompagnement. Et tant qu'on accompagne, tant que le collectif accompagne l'entraîneur, il ne peut pas ne pas réussir. Voilà. Peut-être que vous avez parlé, je veux juste parler avant qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'effectivement il y avait un problème de discipline au sein de cette équipe des étalons? Vous qui étiez tous les semaines, est-ce qu'il y a un problème de discipline? Bon, quand nous on est arrivés, on était des entraîneurs intérimaires, donc nous on s'est basé sur le travail tactico-technique et on n'a pas eu assez d'échanges à ce niveau. Donc on a fait le travail juste pour les 2 matchs et aller. Et il y avait beaucoup de choses aussi qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Et du moment où on est des intérimaires, tout le travail qu'on a eu à faire, on n'a pas vu quelque chose aussi qui pouvait corriger.
Et je pense que nous, on n'a pas eu de problème de discipline et ça s'est bien passé. C'est bien vrai que le résultat, c'est comme on le voyait, juste après aussi la défaite au niveau de la CAN, qui a joué un peu aussi sur le groupe. Donc, je peux dire aussi qu'on est arrivé à un moment où c'était un peu difficile pour nous aussi de pouvoir mettre quelque chose. Mais juste après le débat de notre match de Kosovo et contre la Belgique, c'est la différence, c'était le but. On était bien aussi dans le match et je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Et surtout, comme il y a un nouveau groupe qui est là, je pense qu'ils vont pouvoir mettre la patte là-dessus pour pouvoir, parce que c'est la CAN et les joueurs savent aussi que c'est très important de jouer la CAN. Voilà. C'était important de le dire quand même, parce que c'est vrai que dans l'opinion, on a eu l'impression qu'il y a un vrai problème de discipline, alors que quand on approche ou quand on regarde les étalons, depuis Kamou Malo, on n'a pas véritablement senti un problème de discipline comme ce que les gens ont l'habitude de le dire. Donc je pense que c'était quand même mieux de le rétablir, parce que la discipline quand même, quand on regarde quand même le groupe des étalons, l'indiscipline qu'on met en avant, personnellement, je ne le perçois pas aussi de façon criarde comme on le dit. Donc, c'était juste pour voir. Les éliminatoires de la CAN 2023, ça va commencer et on verra quel visage sera donné. C'est bien cela. On va maintenant parler de la Ligue 1 Lonabé. Il faut dire que c'était bien serré jusqu'à la fin. Les Faux avaient l'opportunité de terminer à la première place. S'arrange face à l'ASK de faire 0-0 et tombe à la troisième. On regarde le match et on revient. La reine des stades ne parvient finalement pas à sauver sa saison. La préparation de ce match, qui a d'abord fait couler beaucoup d'encre et de salive, a pu se tenir à Wayugia. Cette rencontre, qui a mobilisé pas mal de supporters, en valait la peine puisqu'elle était aussi bien décisive. Dès le coup d'envoi, pas de round d'observation. Sur ce corner, le joueur de l'EFO reprend de la tête, mais le ballon est chassé par le défenseur. Et comme on pouvait s'y attendre, les actions étaient dans les deux camps. Sur cette balle, le joueur de l'ASK loupe le cadre. Pendant qu'on croyait au tout premier but de la rencontre, l'attaquant de la Reine des Stades, Draman Kouman, ne cadre pas son tir. L'EFO va continuer dans la même lancée. Sur cette tête, le gardien de l'ASK, après avoir mal saisi le ballon, le rattrape assez vite. Mi-temps, 0 but partout, mais l'EFO croit toujours. On va continuer. Il faut qu'on soit positif. Si être le meilleur de 15 équipes, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il faut le mériter, ça se. Il faut engagez-vous pour qu'on ait ça. La deuxième partie est lancée. L'étoile va vite au charbon. La première tentative et le dernier rempart de l'ASK écartent le danger. Une autre action et cette fois-ci, Landry Banadi n'appuie pas sa frappe. L'ASK va prendre les choses en main dans les derniers instants avec plusieurs occasions de but. Mais le seul souci est que le ballon ne trouve toujours pas le fond des filets. Au terme de 2 fois 45 minutes, 0-0, et la Reine des Stades rate le titre de champion de la Ligue 1. Ce match précis, on n'a pas été efficace devant les buts. C'est tout. Si on avait notre efficacité habituelle, on partait avec les 3 points. On était à la recherche du but. Donc on a fait des peu. Donc, souvent le football est comme ça. Côté faux, puisque l'ASK qui avait n'a pas pu le saisir. Conséquence, la descente en 2e division. Un gros regret. Vous avez tout suivi. On avait les 3 points. La jeunesse. Je leur disais ça toujours. On ne peut pas avoir des ballons face au but, on veut placer. Alors qu'on n'a même pas de bons ballons pour jouer. Je me suis plaint au 4e arbitre, ils ont dit ils vont voir. Botte le ballon comme un sou, il y a 1-0, c'est fini. Voilà, bon, on ne peut que s'apprendre à nous. Il y a des matchs qu'on pouvait gagner depuis le début. Et on a fait nul, il y a des matchs qu'on a perdus. On s'est battu avec nos propres âmes jusqu'au bout. Voilà, donc je pense qu'on va tirer les leçons. L'étoile filante de Ouagadougou manque l'opportunité de remporter le titre de champion cette saison.
La Reine des Stades finit 3e au classement à l'issue de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 Lonabé. Quant à son adversaire du jour, l'association sportive de Coupéla, elle regagnera la 2e division la saison prochaine. Les faux, 3e donc, et puis l'ASK, l'association sportive du Koulitenga, qui descend en 2e division. On a regardé tout à l'heure, c'était un match plein d'occasions, mais personne n'a été concret. On a fait le plus difficile, mais raté le plus facile. Donc, je pense que de part et d'autre, on peut s'en mordre les doigts. Parce que là, chaque équipe avait son destin, mais il fallait absolument gagner. Je pense que c'est vraiment du gâchis de voir que ce match-là se termine par un 0-0 au vu du nombre d'occasions. Déjà, ça, c'est le résumé. Hein. C'est déjà le résumé, mais regardez le nombre incalculable de buts qui ont été vendangés par les attaquants des deux équipes. Je pense que c'est dommage. Ils n'y ont pas cru, ou en tout cas, ils n'y ont pas suffisamment cru pour pouvoir donc porter l'estocade. Malheureusement, je pense que c'est une grosse déception de voir l'étoile filante de Ouagadougou si près du but et qui échoue, ou en tout cas de voir l'AFK qui descend, qui fait l'ascenseur, alors que cette équipe-là a montré de bonnes dispositions, surtout vers la fin. Et vraiment beaucoup de regrets pour un garçon comme Drissa Ouedraogo, un jeune coach qui, à mon avis, a beaucoup pétri de talent, parce que là, il est venu trouver une équipe de l'ASK en pleine difficulté, mais il a su remotiver les gens. Je pense que en termes donc de travail psychologique, hein, on peut dire qu'il a fait du bon boulot, parce qu'on a vu psychologiquement, on a vu une équipe de l'ASK qui a pris de l'ascendant à un moment donné, alors qu'il était du côté de l'ASFA Enega, alors que psychologiquement, on a vu que l'ASFA Enega a connu un regain. Donc, c'est dire que quelque part, il a un travail qu'il faisait quand même, que ce soit à l'ASFA Enega, et ça se voit, hein, déjà, c'est net. C'est pour un 0-0 qui nous arrange. Hein. Ouais, un 0-0 qui nous arrange, il faut le dire, mais quand je regarde le régime, il faut se dire que nos avants doivent travailler plus devant les buts, voilà, pour ne pas vendanger des occasions comme ça. Et j'ai vu réellement qu'ils se sont défoulés de part et d'autre. Vraiment, moi, là où je suis, bon, c'est vrai du côté de mon ami Dri, que l'équipe descend, c'est un regret, mais ça, rien n'enlève dans sa valeur, parce qu'on a vu que réellement, c'est une équipe solide et costaud qui arrive à créer d'occasions. Et des fois aussi, j'ai vu qu'il y a une équipe de l'EFO qui a fait une très belle saison. Voilà, mais maintenant, je les encourage tous à rebondir et à travailler encore pour le bien de la nation. En attendant, c'est le RCK qui est champion. On le constate dans ce reportage. C'est ce but de Kalèvre Kietiga à la 92e minute qui permet au RCK de prendre le titre cette saison. Une bourde ou une offrande du portier, en tout cas le Rail Club obtient un autre trophée dans son armoire. Pourtant, au début de la rencontre, les Faucons n'avaient pas leur destin en main. Il fallait juste se donner à fond en espérant un faux pas des concurrents directs. Et en première période, les deux formations se tiennent au coude à coude. C'est en seconde partie que tout se décide. Le RCK obtient un coup franc grâce à Charles Douani à l'entrée de la surface. Un bon tireur, Babayoure Sawadou ouvre la marque à la 53e minute. À 1-0, il pensait avoir fait l'essentiel par rapport aux autres résultats partiels des autres oppositions. Mais le RCB pousse et crée le danger à l'image de cette action, bien suivie par Babayoure. Et encore sur cette deuxième tentative, mais là encore, Babayoure est présent. La troisième action menée par le RCB est la bonne. À la suite de ce corner repoussé, Ahmed Blakis Ouattara déclenche une frappe qui laisse Babayoure pantois. Un but partout à présent et tout est à refaire. Il faut attendre dans les ultimes moments suite à l'erreur du portier du RCB pour voir la délivrance des Faucons. À 2-1, le RCK est fait champion et le stade est en ébullition. On a cru, il faut le dire que ça a été très dur. Et quand je revenais pour RCK pour 2 mois, après les 2 mois, c'est un projet. Voilà que je dois faire. Voilà, mettre une équipe en place, remanier à 95%. Donc je disais et je criais haut et fort avec les dirigeants que c'est une équipe capable de jouer le titre. Ils ne m'ont pas cru jusqu'à l'intersaison. C'était très difficile. C'est pour cela qu'actuellement, je dois dire merci à ces jeunes, ces premiers acteurs sur le terrain. Voilà, vous avez tous suivi les événements. Après la CAN, ce n'était pas facile. Voilà, donc
je me suis donné vraiment pour objectif depuis le retour de la CAN, voilà, de travailler vraiment, puisqu'il y a beaucoup, on me reproche beaucoup de choses, donc je travaille pour pouvoir relever le défi. Voilà, ce soir je pense que c'est vraiment mérité. Merci vraiment à tous ces joueurs qui m'ont permis vraiment de me relever, de rester debout, surtout à Coach Sampo, c'est le lieu de lui tirer mon chapeau. Un troisième titre du RCK, de quoi rendre très ému le président qui dit être fier de son équipe. Content vraiment des joueurs qui ont âprement discuté le titre. C'est aux joueurs, le mérite c'est aux joueurs. L'occasion viendra de parler, on va parler. Je suis très content d'eux. Félicitations à eux. Du côté du RCB, il y a certes la déception, mais on se réjouit tout de même d'avoir pu obtenir le maintien. Je pense que c'est une défaite comme les autres, mais bon, dans la défaite aussi, il y a un peu de satisfaction parce que notre objectif, c'était le maintien. Voilà, c'était le maintien, même si on a perdu ce soir, mais on reste toujours en première ligue. Donc je pense que c'est très bon aussi. C'est donc la fin du championnat national Ligue 1. Il ne reste que la Coupe du Faso pour clore la saison sportive. Sampo, oui. Quand vous regardez ça réveille beaucoup de choses. Vous dites que vous venez de tellement loin, personne n'y croyait. Ouais, on revient de tellement loin. Même quand je regarde, jusqu'à présent, je n'en crois pas à mes yeux. Et quand on regarde que c'est à 15 secondes de la fin qu'on prend le titre et même on était deuxième, mais on n'avait pas notre destin en main. Voilà, on se disait qu'il fallait gagner et puis voilà, espérer voir aussi le résultat final. Et Dieu faisant les choses juste au coup de sifflet final, et on sent qu'on est premier. C'est comme à la 28e journée, juste après le match contre Kiko, où après on s'aperçoit qu'on est premier. Vraiment, on a travaillé voilà, de toute force durant toute l'année, on a cru en nous et Dieu réellement nous a offert ce beau cadeau. Et puis le quatrième titre, maintenant, le quatrième Sampo, il faut le rectifier. Aujourd'hui, on a vu juste après le titre, il y a quand même cette polémique-là autour donc, de cette bourde du gardien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, parce que... moi, je reste dans la partie technique et quand vous regardez la 29e journée contre Majestic, sur le pénalty qu'on a concédé, c'est une relance ratée aussi, voilà, qui n'arrive pas, c'est le gardien qui relance vers le défenseur qui a mal intercepté et ça a été un pénalty. Je pense aussi que si c'est ça, parce que nous on a perdu, on pouvait aussi crier là-dessus qu'on a vendangé le match. Et quand vous regardez, le gardien avait le regard et en haut, il voulait relancer. Bon, pour moi, il était un peu excité, mais il a pris le sol. Et il faut saluer aussi l'attaquant qui a bien orienté le jeu. Et il y a un qui était en position illicite, il pouvait lui donner la passe. Donc moi je pense que c'est un coup de chance aussi pour nous et peut-être voilà que nous ne voyons pas. Donc et cette polémique aussi ça fait partie aussi du football. On a vu ce soir Manchester City renversé et Aston Villa à 3-2. On a vu la finale de la Champions League où le gardien fait bourde et que ça marque. Donc ça fait partie du football. C'est des choses qui arrivent. On a vu Donnarumma aussi. Donnarumma qui est le meilleur gardien du monde actuellement et face à Benzema qui crée ses problèmes, c'est pas un gardien aussi et de ce trempe-là qui ne peut pas arriver à là. Donc et quand cela ne tient, je prends ça avec beaucoup de politesse et voilà, je respecte aussi le gardien et tous ceux qui ont joué. On parle de gardien, peut-être il faut remonter le moral de ce gardien là plutôt. Oui, moi je pense que je regarde qu'actuellement aussi, voilà, c'est pas simple d'être à son niveau. Babayour a été vilipendé et plus que ça même. Mais moi-même j'ai eu des appels qu'on disait qu'il allait se prendre et d'autres m'appellent jusqu'à même après même je me suis emporté avec ceci. Moi-même j'ai eu à sortir beaucoup de choses à Koutougou et ailleurs par rapport à des petits enfants qu'on a amenés, même sur notre terrain qu'on envoie directement sur Babayour. Mais je pense qu'aujourd'hui il faut respecter, c'est un garçon très solide dans la tête, très costaud. Et voici, je peux dire qu'aujourd'hui il a marqué un coup franc et c'est lui qui nous a donné la voix. Et dès à son retour de la CAN, il dit qu'il y a quelque chose que lui doit faire taire et l'opinion tout en prenant le championnat et ça va le ramener sur ses pieds. Mais donc moi je pense que c'est un garçon très solide et le gardien du RCB aujourd'hui en a besoin de ça. Il ne faut pas qu'on le vilipende et ça peut arriver à tout homme. Et quand vous regardez dans le match, c'est combien de sauvetage et Babayour a fait à la 92e minute et moi j'avais cru à un but où le gardien du RCB l'a enlevé et après ça a ricoché sur le poteau et c'est pas à la 93e minute qu'il va faire ça. Je ne sais pas si on peut revoir l'image. Donc à ce niveau c'est difficile réellement de juger. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est moi
tire l'avantage par rapport à ces bouts-là et que je vais peut-être emboîter dans le même sens pour vilipender ce gardien. Donc, mais je reste sur ma fin et jubilé déjà ma victoire, voilà, tout en laissant aussi dans les mains de Dieu. Mais Sampo, avec vous, on a l'impression qu'on vit le football intensement. Vous avez vu, Sampo, c'est un spectacle à lui tout seul. Hein. Les matchs, comment ça se passe? Comment vous faites ça? On vous a vu sauter, même mordre le gazon. C'est du Sampo, ça? Oui. Vous voyez, quand vous regardez, on dit que le stade est vide. Et moi, je vois des gens, même des amis, des fois des gens qui ne me connaissent pas en ville qui viennent. Et quand vous regardez hier, il y a des gens qui ont amené le drapeau. C'est des gens que je pas payer du poisson en ville et le poulet frais. Et la veille, ils m'ont fait des vidéos, des trucs qui vont venir. Mais c'est le spectacle que je produis qui envoie le public vers le terrain. Donc le public vient pourquoi? Pour le spectacle. Et moi, personnellement, quand je travaille, c'est juste après les vidéos que je vois. Des fois même, je me pose la question, est-ce que chez moi je fais ça? Donc je vis ma passion. Voilà. Donc, c'est pas simple. Et c'est ça aussi qui va envoyer les gens à remplir, à venir sur le terrain. Mais il faut du spectacle pour remplir le terrain. Quand on prend l'exemple sur les faux et puis la soie, la publicité a amené, mais si on accompagne avec le spectacle, vous allez voir que tout le monde va gagner. Et financièrement. Mais quelquefois aussi, il y a le reproche qui est fait. Quelquefois, Claude et moi, on en parle ici au JDS, sur la qualité du jeu qui nous est fourni, la qualité du spectacle qui est donné. Quelquefois, c'est pas au rendez-vous et ça fait que bon. On se dit, est-ce que c'est pas un peu pour ça que les gens ne viennent pas? On a regardé tout à l'heure le FO ASK, c'était très intéressant. Mais regardez le nombre de ratés pour des... En fait, pour début, presque tout fait, je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui manque quelquefois? Moi, je me dis que c'est pas ça. Et aujourd'hui, vous m'avez posé la question. Si le stade est rempli, c'est ça même qui peut m'amener même à faire plus. Okay. Donc moi, je pense que nous devrons supporter tous. C'est un projet. Il ne faut pas qu'on dise déjà qu'il n'y a pas de spectacle. Si on remplit, vous allez voir que ça va amener ces joueurs. Ah, le stade est plein, on crie chez nous, on va l'espérer. Et quand vous regardez peut-être l'Angleterre, l'Allemagne, je pense que c'est le public qui envoie les gens à se donner à fond. Donc, et nos jeunes là, moi je pense que ce n'est pas les ratés qui doivent amener les gens à quitter, mais c'est à venir les encourager plus. Et plus il y a des gens, et plus les gens vont produire des spectacles. D'accord. Coach, vous êtes champion. C'est vrai que si je parle de l'avenir tout de suite, c'est parce que il y a cette règle-là qui... Aujourd'hui, vous êtes en équipe nationale, donc il va sans dire que vous allez laisser tomber le RCK qui doit quand même aller en aventure africaine. Ah, bon. Moi, je pense que si c'est des règles qu'on a établies par rapport à l'équipe nationale, et je ne ferai que rester au niveau de la nation parce qu'il faut défendre déjà les couleurs et puis et aider le RCK où j'ai travaillé aujourd'hui à le mettre en campagne, aider l'équipe réellement à aller encore plus loin, même si je ne suis pas à côté. Je ne peux pas parler d'abord, je vais laisser les choses là, se dessiner puisqu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent se passer juste derrière ça. Donc il faut que je puisse pouvoir finaliser mon rapport dès en fin de la semaine et puis voir même moi-même personnellement parce que cette année-là j'ai beaucoup souffert et je pense que je ne vis pas bien. Ça je vais lui dire, je ne vis pas bien. Peut-être que moi-même je pourrais peut-être prendre un congé ou une vacance pour pouvoir vraiment me soigner. C'est pas dit, je suis là, c'est pas si je suis bien important parce que j'ai vu de toutes les couleurs. Être champion, c'est pas donné à n'importe qui, surtout au Burkina ici, c'est pas simple. Ça veut dire quoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est le WAC? Non, c'est pas le WAC. Et je me dis déjà que le stress et tout ça là, et même autour, c'est bien vrai que la pression, parce que les gens arrivent à mal conjuguer la pression. Et la pression qu'on doit mettre doit être une pression positive pour nous amener à réussir. Mais quand il y a la pression avec des injures et tout, où tout le monde ne croit pas, et quand je regarde par exemple le RCK en 3 ans, chaque fois il joue et le maintien jusqu'à la dernière minute. Et l'année passée, je suis parti à Ouimat pour pouvoir prendre le RCK et ça n'a pas été simple pour moi. Et cette année, j'ai reconstitué l'équipe à 95% où je croyais en cette équipe. Et c'est juste après 2 matchs que j'ai constaté que l'équipe est capable réellement de jouer les titres. Et c'est la demi-finale de la Coupe de la Ligue face à la Douane. Et regardez la Douane avec l'air effectif. Et un match amical face à Salita sur leur terrain où je voyais que l'équipe pouvait le faire. Et même après, j'étais obligé de corriger par rapport à ce projet. Mais le projet, c'est jusqu'à la
à 6 journées et à 5 journées de la fin que les gens ont cru réellement que l'équipe était capable. Il fallait vivre ça pour pouvoir aller comprendre. Donc c'est à ce niveau que je regarde. Et quand je regarde l'année que j'ai eu à faire une saison, c'est comme j'ai passé 3 saisons où je ne vis même pas bien en famille et je n'arrive même pas à bien manger. Bon, d'autre part aussi, quand je vais parler dans la poste au niveau familial, moi, je n'ai pas honte de le dire, mais des fois même, je n'arrive même pas à satisfaire on va parler de ça ici. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, donc je vais prendre peut-être un projet sabbatique. Voilà, pour pouvoir me ressourcer. Oui. Donc merci. on peut dire qu'Amadou Sampo va quitter le RCK. Ça veut dire moi, je ne peux pas... Bon. Je ne vais pas affirmer déjà, mais déjà, moi, dans mes pensées, c'est de faire le rapport et puis voir ce qui va se dire. Je ne vais pas devancer peut-être le dans l'eau pour dire quelque chose après et puis revenir là-dessus, mais je suis sur beaucoup de réflexions. Parce que combiné avec l'équipe nationale aussi, c'est pas simple. Ça ne serait pas simple. Bien. Mais on est content en tout cas de... On est content pour voir encore une félicitations. Pour merci beaucoup. Ce titre de champion. On n'avait pas démérité. Ligue Lonabé, ça a été difficile jusqu'à la fin parce que c'était très serré jusqu'à la fin. Il y avait du piment. Il y a beaucoup de piment, beaucoup de pression. C'est vrai aussi que c'était pas du tout facile aussi avec tout ce qu'il y a comme organisation. C'était pas simple. On va vous souhaiter le meilleur pour la suite. Et puis après, peut-être vos congés sabbatiques, de bonnes décisions. Merci en tout cas, Amadou Sampo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le coach du LCK, qui est champion en titre de la Ligue Lonabé. Merci. Amadou Sampo, champion du Burkina Faso. Félicitations. Merci beaucoup. Merci aussi à Claude Romba. C'est terminé pour ce JDS, journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure, 19h30. Et d'ici là, portons-nous bien.